désarroi de certains, je pense, nous voici retournés dans mon cabanon à piano. Et nous allons donc réétudier en approfondissant plus. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine que vous avez déjà entendu à la fin du thème précédent d'histoire. Je vous avais fait écouter ce chant. Mais là, on va aller dans une étude de texte. Comme c'est également un chant patriotique français encore joué aujourd'hui, par exemple, lors du défilé du 14 juillet, il me semble important que vous l'ayez en tête. Si jamais vous l'entendez, au moins, vous saurez à quoi cette mélodie correspond. Donc je vais vous le chanter en entier. Il n'y a que 3 couplets. Et puis ensuite, je reviendrai, je vous ferai un petit commentaire du texte. Alors, le texte est de Gaston Villemer et Hippolyte Nazé, et la musique de Ben Taillou, et les 3 personnes ont écrit et composé ce texte en 1871, donc juste après la défaite de la France. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. France à bientôt, car la Sainte Espérance remplit nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de la délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semblent porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Et quoi nos fils quitteraient leur chaumière, et s'en iraient grossir vos régiments, pour égorger la France, notre mère. Vous armeriez le bras de ses enfants. À vous pouvez leur confier des armes, c'est contre vous qu'elles leur serviront. Le jour où là, de voir couler nos larmes, pour nous venger, leurs bras se lèveront. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Ah, jusqu'au jour où, drapeau tricolore, tu flotteras sur nos murs exilés, frères étouffons la haine qui dévore et fait bondir nos cœurs inconsolés. Mais le grand jour où la France meurtrie reformera ses nouveaux bataillons, ô Christ sauveur jeté par la patrie, hommes, enfants, femmes, nous répondrons. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Voilà pour ce chant patriotique, qui est donc, comme je vous le disais, encore joué aujourd'hui, par exemple, au défilé du 14 juillet. Il a bercé beaucoup de générations françaises, ce chant. Il a été appris à l'école, à l'armée, etc. Et en fait, c'est un chant qui demande réparation, qui va même affirmer que cette réparation aura lieu. On peut dire 3-4 choses sur ce chant. D'une part, on peut y percevoir l'héritage révolutionnaire des auteurs. Pourquoi? Ils parlent du drapeau tricolore. Et la question du drapeau, elle va sans cesse agiter la politique au XIXe siècle. Les républicains ont plutôt tendance à être pour le drapeau tricolore héritier de la Révolution française, le bleu, blanc, rouge que l'on connaît, tandis que les monarchistes vont vouloir restaurer par exemple un drapeau blanc, un drapeau à fleurs de lys. Donc là on voit qu'il y a une espèce de consensus des auteurs et en fait de beaucoup de personnes dans la population
on parle du drapeau tricolore. Ah, jusqu'au jour où drapeau tricolore, tu flotteras sur nos murs exilés. Drapeau tricolore ici comme symbole de la France. Donc la France ici, son symbole étant le drapeau tricolore. La France, c'est un pays qui assume son héritage révolutionnaire. Ensuite, deuxième affirmation, l'Alsace et la Lorraine sont françaises. Pourtant, elles ont été annexées par l'Allemagne, vous vous rappelez? Mais les auteurs nous disent elles sont françaises. Alors en quoi elles sont françaises si, d'une part, elles ont été exilées par l'Allemagne, d'autre part, si le drapeau tricolore a disparu de nos murs exilés, encore une fois également nos monuments où flottent leurs bannières, donc les bannières du Reich, premier couplet, qui semblent porter le deuil de ton drapeau. Un deuil, c'est assumer psychologiquement la fin complète d'une relation parce qu'une personne est morte. Donc là, il ne semble pas y avoir de perspective future si on porte un deuil. Et pourtant, l'Alsace et la Lorraine sont françaises. Donc elles ne sont pas françaises au sens administratif du terme. Il y a leur bannière sur nos monuments. Et puis ils ont même germanisé la plaine, comme le dit le refrain. Germanisé, c'est-à-dire qu'ils ont rendu la langue allemande présente dans la plaine, c'est-à-dire dans l'Alsace et la Lorraine, par exemple en écrivant en allemand les panneaux de signalisation, et puis en mettant la bannière de l'Empire allemand tout simplement sur les monuments. Pourtant, ces régions sont françaises. Alors en quoi elles sont françaises? Eh bien elles sont françaises culturellement, ça fait très longtemps que ces régions-là sont françaises. Jeanne d'Arc, elle est lorraine hein, au départ. D'ailleurs, Jeanne d'Arc devient particulièrement à ce moment-là, mais déjà précédemment, elle devient un symbole de la lutte pour la France, pour défendre la France et la culture française. Elle est considérée comme une sainte, même si elle n'est pas encore canonisée à l'époque, elle l'est plus tard au début du XXe siècle. Mais Jeanne d'Arc est lorraine, et Jeanne d'Arc a défendu la France. Et elle est un tel symbole, cette Jeanne d'Arc, qu'on va même utiliser son origine pour créer un prénom en référence à Jeanne d'Arc. Les petites filles, on ne va pas les appeler Jeanne d'Arc, en France on va les appeler Lorraine. C'est là qu'est apparu le prénom de Lorraine, c'est une référence à Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, c'est un peu une marraine de ceux qui veulent défendre la France. Au Québec, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Vous savez, au Québec, on défend également la culture française. Les Québécois sont très attachés à la langue française. Il y a encore quelques décennies à la religion catholique contre la religion protestante et la langue anglaise des Canadiens anglais. Et alors, on n'a pas utilisé trop le prénom Lorraine, mais par contre, on a utilisé le prénom Jeanne d'Arc. Au Québec, il y a des personnes, nées dans les années 30, des dames qui s'appellent Jeanne d'Arc. Mais ça, je fais une digression un petit peu, mais en tout cas, vous voyez, l'Alsace et la Lorraine, culturellement, sont françaises. Et puis, historiquement, ça se défend, hein, puisque Jeanne d'Arc, qui a défendu la France, était de Lorraine. Ensuite, elles sont françaises, puisque la population se sent appartenir à la France. Ça, c'est le sentiment national qu'on a déjà évoqué. Ce sont nos fils. Alors si nous allons au deuxième couplet, nos fils quitteraient leur chaumière. Nos fils, donc des fils de la France. Et s'en iraient grossir vos régiments, à vous les Allemands, pour égorger la France, notre mère. Vous armeriez le bras de ses enfants. Donc les fils, les hommes qui habitent en Alsace et en Lorraine, sont toujours des Français. Et elles sont françaises, cette Alsace et cette Lorraine, donc forcément elles vont redevenir françaises, puisque rien ne peut s'opposer au sentiment national. On se sent français, donc bien qu'on fasse partie du Reich allemand, on va redevenir français. C'est une assurance des auteurs, et puis ces auteurs, ils se réfèrent même à Dieu, au ciel, pour cette référence. De la même manière que, si vous voulez, Jeanne d'Arc était sûre que la France allait récupérer l'intégralité de son territoire parce que c'était la volonté de Dieu, et bien là, c'est la même chose pour les auteurs. C'est la volonté de Dieu. Donc, dès le premier couplet, pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Parce que Dieu, s'il y a bien quelqu'un dont la volonté peut être faite ici-bas, c'est Dieu, puisqu'il est tout-puissant. Donc, nous allons prier Dieu. Si on est dans notre droit, eh bien, l'Alsace et la Lorraine vont revenir à la France. On parle même, dès le début, dès la première ligne du couplet, la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. Donc on renonce à toi provisoirement, on te dit adieu. Là, on se met à la place des Alsaciens et des Lorrains, hein, puisqu'ils s'adressent à la France.
Mais la sainte espérance emplit nos cœurs. Et l'espérance, c'est plus que de l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qu'on espère, quelque chose qu'on pense possible. L'espérance, c'est plus que ça, puisque l'espérance, c'est une vertu chrétienne. C'est l'espoir qu'on a dans l'action de Dieu. Donc, les auteurs, là, ici, ils démontrent qu'on a l'espérance en Dieu, que la France va récupérer l'Alsace et la Lorraine, puisque c'est la logique des choses, tout simplement. Et donc, cette récupération n'est pas une option du futur. On utilise le futur de l'indicatif. Donc, on est sûr que l'Alsace et la Lorraine vont revenir à la France. Alors, je résume les trois choses. C'est un chant qui se réfère à l'espérance qu'on peut placer en Dieu, puisque ce sont des territoires qui nous appartiennent. On est sûr qu'on va les récupérer puisqu'il y a Dieu, puisque la population est française, la population parle français, la population aime la France et se sent française, et puis on en est sûr puisque on partage un héritage commun, un héritage linguistique, culturel, révolutionnaire, etc. Voilà pour ce qui est de l'Alsace et de la Lorraine. Et ce chant, donc, je vous l'ai dit, il va être appris par les écoliers et les militaires. Alors aujourd'hui, bien qu'il soit moins chanté, puisqu'on a récupéré l'Alsace et la Lorraine et qu'en plus on est devenu amis avec l'Allemagne, il est toujours joué au moins par les musiciens de la garde républicaine, par exemple, lors de certains défilés militaires. C'est un air qui est devenu central dans l'inconscient culturel français, si vous voulez, comme la Marseillaise, comme la Victoire en chantant, hein, vous vous rappelez, le chant du départ qu'on avait un petit peu étudié. Eh bien, ce chant, Alsace et Lorraine, c'est un chant patriotique et il me semble important que vous le connaissiez, puisqu'il a marqué des générations entières et qu'en le connaissant, vous êtes plus cultivé que les autres lycéens de votre âge qui ne le connaissent pas. Nous avons étudié un premier document, un document textuel et musical. Vous avez pu profiter donc encore une fois de mon excellent talent vocal et artistique. On peut étudier d'autres documents de façon plus classique, et là je vais vous proposer d'étudier rapidement une carte de l'époque que j'ai trouvée dans un autre manuel que le vôtre. C'est une carte de la France de la fin du 19e siècle, une carte qui est faite par un géographe qui a fondé la géographie française au 19e siècle, qui s'appelait Paul Vidal de Lablache, et ces cartes étaient utilisées dans toutes les écoles de France. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte ? À quoi ressemble la France? Est-ce que la France ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui? On dit a priori oui. Vous voyez, si on regarde avec la plus grande échelle, c'est-à-dire en bas à gauche, hein, vous savez quand on parle en géographie de grande échelle, c'est qu'on est éloigné du point de référence. Donc si on parle avec la grande échelle, vous voyez que la France semble vraiment être l'hexagone qu'on connaît aujourd'hui. On ne voit pas vraiment de territoire perdu par rapport à ce que l'on connaît nous, et ce que pouvaient connaître les Français d'avant 1870. On voit pourtant, quand on réduit l'échelle, c'est-à-dire la principale carte, qu'il manque des morceaux de département. Mais vous voyez, pour autant, il y a des pointillés quand on regarde par exemple au nord de Metz ou encore à l'est de Strasbourg. Ces pointillés, ils indiquent forcément dans l'esprit des gens qui lisent cette carte, ils indiquent une frontière. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On voit aussi des pointillés au sud de Metz évidemment. Eh bien cette carte, elle nous dit, un petit peu également en référence à la référence au champ que j'ai pu étudier avec vous, que certes la France a été amputée d'une partie de son territoire, mais la France, c'est non seulement celle de 1871, mais c'est cette France avec les territoires qui manquent. Donc dans l'esprit des jeunes enfants qui vont voir ces cartes dans les salles de cours, eh bien la France, c'est la France dans son intégralité, et finalement les morceaux de France qu'il manque, c'est un manque provisoire qui devra être réparé plus tard. Vous voyez, donc on ne voit pas de partie de la France qui manque dans la petite carte, et dans la grande carte, les parties de la France qui manquent, en fait, c'est comme un accident de l'histoire, mais un accident qui sera finalement réparé. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à partir de l'étude de ces deux documents? Là, je fais un peu de l'histoire de la mentalité française, si vous voulez. La défaite de la guerre doit être provisoire. Un esprit de revanche va dominer, d'ailleurs, dans la population française, à partir de ce moment-là. On a été humilié par l'Allemagne, par Bismarck. Eh bien, l'idée, c'est que plus tard, on va pouvoir se venger et récupérer ce qu'on nous a volé. Les politiques et la population vont tout faire pour renforcer le pays
dans les décennies qui viennent pour tenir sa revanche. Comment on va essayer de renforcer le pays? Comment on va essayer de renforcer la population? Eh bien, on va mener une lutte acharnée, par exemple, contre l'alcoolisme. Il va y avoir énormément de campagnes publicitaires pour prévenir l'alcoolisme et renforcer physiquement la population. On va lutter contre l'illettrisme, on va généraliser l'école. On va soutenir fortement la natalité, on va encourager les familles à avoir beaucoup d'enfants, puisque qui dit beaucoup d'enfants dit beaucoup de soldats éventuels. Et l'éducation morale qui va apparaître à partir de cette période en remplacement de l'éducation de l'enseignement religieux à l'école, ainsi que l'éducation physique, vont tourner autour de l'amour de la patrie et pour ce qui est surtout de l'éducation physique, du sport, de la défense de la patrie. Eh bien, ça va nous conduire tout ça à 1914, où les Français espéreront enfin vaincre ceux qu'ils appellent déjà à l'époque les Boches. Revenons aux années 1870, donc je vous ai dit que les royalistes installent une république provisoire. Cette république, c'est aussi, si vous voulez, pour les royalistes un accident de l'histoire. On a utilisé le terme république parce qu'on n'avait pas autre chose sous la main et qu'on n'avait pas de roi à remettre sur le trône, mais cette république, normalement, elle n'est que provisoire. On attend de restaurer la monarchie avec Henri d'Artois, qui est comte de Chambord, entre autres, il a d'autres titres, mais il est plus connu sous le titre de comte de Chambord. C'est le petit-fils de Charles X, Charles X, le dernier roi de la famille Bourbon, donc si c'est le petit-fils de Charles X, c'est le petit-neveu de Louis XVI. En mars 1873, les monarchistes renient les pouvoirs accordés à Adolphe Thiers. Je vous rappelle qu'Adolphe Thiers est devenu président de la République. Et les monarchistes, finalement, se rendent compte que Thiers est vraiment républicain, pour le coup, et qu'il ne veut pas vraiment de restauration. Donc les monarchistes renient les pouvoirs accordés à Thiers, qui était responsable devant la Chambre, et le 24 mai 1873, Adolphe Thiers est poussé à la démission. L'Assemblée va élire à sa place le maréchal Patrice de MacMahon, dont j'ai déjà parlé plus tôt, puisque c'était le maréchal qui a aidé Napoléon III à Sedan. MacMahon est partisan de la restauration monarchique. À partir de ce moment-là, Thiers devient donc le chef de file de l'opposition républicaine, et le gouvernement qui va être mis en place, ça va être celui du duc de Broglie, c'est-à-dire que c'est le duc de Broglie, donc issu d'une grande famille de l'aristocratie française, qui va devenir chef du Conseil, président du Conseil. Il veut le retour de l'ordre moral et il veut s'orienter vers une monarchie plutôt très conservatrice, et il y a de fortes résistances face à cette vision politique. Voilà donc pour les débuts de la République monarchiste dans une France en paix mais amputée de 2 départements. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la tentative de restauration monarchique elle-même, qui était censée être facilement enclenchée et qui a finalement échoué. D'ici là, je vous souhaite que la force soit avec vous. C'est la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser nos peines, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.